On va reparler ce soir du Caucase. 3 pays, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, largement sous les radars durant des années, mais où l'histoire s'accélère ces dernières années. Région qui revêt aussi un intérêt géostratégique désormais bien identifié, tant par les acteurs régionaux que pour certaines grandes puissances. Un témoin des nombreux bouleversements qu'a connu la région ces derniers temps et même ces 25 dernières années. Et notre désormais ancien correspondant dans cette région, Régis Janté, par ailleurs, auteur de plusieurs livres, dernier en date, Notre homme à Washington, Trump dans la main des Russes aux éditions Grasset. Bonsoir Régis Janté, Bonsoir merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur le plateau donc de France 24, mais évidemment les téléspectateurs connaissent bien votre visage. Près de 25 ans de correspondance, je le disais, dans le Caucase pour France 24 et RFI, entre autres, un quart de siècle qui a donc connu de nombreux bouleversements dans cette région. Vous dites vous-même que le Caucase est un laboratoire des bouleversements de notre monde. Oui, c'est vraiment un lieu où on a pu voir se dessiner un peu en avance parfois ce qu'on observe, un monde multipolaire par exemple, c'est-à-dire non plus avec simplement les États-Unis qui dominent, mais des puissances notamment régionales qui jouent un grand rôle. C'est le cas de la Russie, de l'Iran, de la Turquie, entre lesquelles le Caucase est inséré en quelque sorte, encasté. Et donc oui, on a pu voir ces dernières années tout un tas d'événements comme ça. C'était aussi un lieu privilégié pour comprendre vers quoi allait Vladimir Poutine. Les premiers papiers que je vais faire pour RFI, notamment à l'époque en 2002, ou dans la première année, disons, sont le moment où M. Poutine distribue des passeports aux régions séparatistes, aux habitants des régions séparatistes de Géorgie, que sont l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. On était déjà dans la guerre, en fait. Donc vous étiez posté en Géorgie, à Tbilissi précisément, un pays tiraillé, on peut le dire, entre un gouvernement donc pro-russe et une population qui aspire dans son écrasante majorité à l'adhésion à l'Union européenne, donc tournée vers l'Ouest, et où donc on sent bien cette rivalité Occident-Russie. Oui, absolument. Et si je prends ce quasi quart de siècle que j'ai pu passer dans ce merveilleux pays. Par ailleurs, ça commence presque en 2003 avec la révolution des Roses, qui est une révolution pour renverser le pouvoir déliquescent, corrompu d'Edouard Shevardnadze, mais aussi pour s'émanciper de l'ancienne puissance coloniale, la Russie. Et puis les derniers reportages que j'ai pu faire, c'est toute l'année passée, c'est le retour de la Géorgie dans le giron russe sous la houlette d'un oligarque qui a fait sa fortune en Russie contre une population qui demeure largement pro-européenne, avec plein de nuances qu'on pourrait apporter, mais tout de même qui est pro-européenne résolument, mais un pouvoir qui, pour des grandes raisons géopolitiques et aussi de ce contexte post-colonial, remet la Géorgie dans le giron russe et essaie de le couper de ses aspirations occidentales et européennes. Alors, parmi les événements qui vous ont marqué durant ces années de correspondance en Géorgie, vous avez commencé à l'évoquer, la Révolution des Roses de 2003. On va d'ailleurs pouvoir revisionner des archives, c'est votre choix d'archives du jour que vous avez donc réalisé à ma demande. Donc cette révolution pacifique à l'issue de législatives contestées, pourquoi est-ce que ça vous a marqué ? À titre personnel, c'était vraiment le premier grand événement que je couvrais et je ne savais pas combien il était important puisqu'en fait, il va préfigurer des autres événements qui vont venir dans la suite. La guerre de 2008 en Géorgie contre la Russie qui agresse la Géorgie pour l'empêcher de rejoindre le camp occidental et notamment l'OTAN, par exemple. Et donc, cette révolution des Roses, pour moi, j'ai beaucoup enquêté dessus à l'époque, elle est déjà porteuse de toute la complexité du monde, de toute la complexité de la géopolitique. Bien sûr, un soutien occidental pour qu'elle arrive, mais d'abord le mouvement il vient profondément des élites géorgiennes et de la société géorgienne. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne regrette cette révolution. Donc pour moi, c'était vraiment fascinant de voir ce qui s'y passait, comment différents acteurs, l'Occident en l'occurrence, la Russie qui à l'époque ne comprend pas exactement ce qui se passe et qui n'a pas les moyens de réagir, elle va le faire quelques années plus tard avec cette guerre de 2008, donc simplement 5 ans après, qui est une sorte de réponse à cette révolution colorée. Et puis voilà comment les choses s'articulent, comment les acteurs politiques locaux par exemple vont chercher des forces à l'extérieur, mais pour satisfaire leurs propres besoins, leurs propres intérêts tels qu'ils les voient dans leur pays. Et justement, depuis cette guerre russo-géorgienne de 2008 que vous venez d'évoquer, la Russie occupe 20% du territoire géorgien, donc ce qui correspond aux régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. On va d'ailleurs pouvoir voir une carte à ce sujet. Tout cela reste un gros traumatisme au sein de la population. Oui, et quand on dit que c'est un laboratoire, c'est aussi un laboratoire de ce qu'est la Russie dans ce qu'elle appelle son étranger proche, c'est-à-dire sa zone d'influence qu'elle voudrait exclusive ou en tout cas privilégiée, puisque en réalité c'est depuis 1991 que ces deux régions échappent au contrôle de Tbilissi. C'est pas la bonne carte, mais on va peut-être pouvoir voir une carte de la Géorgie
Géorgie, voilà, où on va pouvoir visionner donc ces zones séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Et ces questions séparatistes sont vraiment au cœur de la manière de faire de la Russie à ses portes, puisque ce qui la caractérise par rapport à la différence de ce qu'a été l'Empire français ou britannique, c'est que son empire est à ses portes. Donc les techniques qu'elle utilise pour asseoir son influence sont assez particulières, et ça passe notamment par ces régions séparatistes qui sont artificielles, qui sont créées artificiellement, bien sûr sur la base de problèmes, de tensions éventuellement ethniques ou linguistiques, et on les a vus à l'œuvre en Géorgie avec ces deux régions, en Moldavie avec la Transnistrie, déjà au début des années 90, et puis beaucoup plus récemment, et j'étais allé observer pour France 24 et pour RFI là aussi, au Donbass, en Ukraine. C'est la même technique qu'on voit se répéter année après année, et qui a un pouvoir de nuisance et qui représente un levier très important pour la Russie pour jouer ses cartes géopolitiques sur la scène internationale. Et peut-être une dernière question sur la Géorgie à l'issue des législatives d'il y a un an, de novembre dernier, et ce virage donc pro-russe du parti au pouvoir Rêve géorgien, des centaines de milliers de personnes, on s'en rappelle, a été descendues dans la rue depuis le parti au pouvoir, donc Rêve géorgien, a multiplié les arrestations, les intimidations, et puis des mesures législatives aussi pour tenter de faire taire ce mouvement. Où en est ce mouvement de contestation? Il perdure, mais il est vraiment très très faible aujourd'hui, parce qu'on voit vraiment se mettre en place quelque chose comme une dictature, un régime très autoritaire qui pénalise par exemple les gens qui sont simplement sur l'avenue principale où ont lieu ces manifestations. C'est l'équivalent de 1700, 1800 euros pour la simple présence à cet endroit-là. Donc ça dissuade évidemment beaucoup de manifestants. Il y a beaucoup de gens qui ont écopé de peines de prison très très lourdes. Donc on voit ce bras de fer entre une population pro-occidentale, mais aussi à la manœuvre un pouvoir tenu par un oligarque dont on a pu observer toute la puissance dans ce genre de pays. Alors, cheminement inverse maintenant en Arménie, un pays qui était très lié à la Russie et qui se redirige ces dernières années vers l'Occident. Une Arménie dont les dynamiques politiques, disons, de ces 25 dernières années n'ont pas permis de résoudre à la faveur de l'Arménie la question du Haut-Karabakh. Là aussi, vous dites que ça a été un laboratoire. Oui, on a le mouvement inverse, vous avez raison de le souligner, puisqu'en Géorgie, on a un pays qui était longtemps le modèle du pays qui faisait tout pour faire partie de l'Europe, tandis que l'Arménie était, pour des raisons sécuritaires, parce que le génocide arménien, qui reste très profondément enraciné, évidemment, dans la conscience arménienne et de la République d'Arménie, faisait qu'elle avait besoin de la Russie. Et puis, il y a eu cette guerre du Karabakh, cette deuxième guerre du Karabakh, cette région disputée entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et qui a été remportée en 2020, militairement, par l'Azerbaïdjan. Et là où l'Arménie espérait, sans doute naïvement peut-être, mais avoir le soutien de la Russie, elle ne l'a pas eu du tout. Et du coup, on a un gouvernement qui veut s'émanciper de la Russie. Donc elle fait la marche opposée. Elle quitte le giron russe et elle essaie de se rapprocher du giron occidental européen. Et aussi, je crois que ça montre aussi ce qui se passe dans cette région, encore une fois, c'est qu'on a des populations, et c'est vrai dans une certaine mesure, y compris de l'Azerbaïdjan, malgré la dictature, c'est qu'on a des populations qui sont dans des contextes post-coloniaux, donc qui rejettent le pouvoir colonial, comme on peut voir vis-à-vis de la France en Afrique, par exemple, et qui, par ailleurs, aussi, sont beaucoup des jeunesses qui circulent, qui ont de l'information et qui veulent y échapper. Et si M. Poutine fait la guerre en Ukraine, ou s'il l'a faite en Géorgie, et s'il est très menaçant pour l'Arménie, par exemple, c'est aussi parce qu'il sent que les populations, comme celle d'Arménie, sont en train de lui échapper et qu'il ne peut plus qu'utiliser la force pour les retenir dans sa sphère d'influence. Et autre événement majeur en Arménie durant vos années de correspondance, la révolution de 2018, un vent d'espoir, enfin c'était vraiment inespéré dans un pays jadis très corrompu, oui. Très soviétique en somme, une révolution qui avait été saluée à travers le monde, et là aussi c'était une leçon forte sur ce que les peuples peuvent faire dans cette région. Et qui vient illustrer ce que en tournant le dos donc à la Russie, c'est ce que vous dites. Absolument. Et d'abord, ce mouvement n'est pas fait contre la Russie, il est simplement fait par une population qui veut s'émanciper de ces dirigeants corrompus, qui la gèrent à l'ancienne, si je puis dire, comme on le faisait à la suite de la chute de l'URSS dans les années 1990. Et c'est vrai que c'est pour avoir quand même fait beaucoup de révolutions et de mouvements comme ça, parfois ça vient du haut, donc c'est quand même des élites qui se partagent le pouvoir et ils donnent la forme d'une révolution à des mouvements, mais en l'occurrence, c'était vraiment authentique. Je me souviens du soir de la victoire de l'opposition où vous avez 10% de la population concentrée dans 3 rues et la place de la République tout au centre. C'était vraiment quelque chose de très très fort, avec une population, on dit parfois que les populations post-soviétiques sont mal éduquées et savent pas ce que c'est que la démocratie. En l'occurrence, une population qui savait très très bien ce qu'elle voulait, qui sait encore très très bien ce qu'elle veut et qui sait faire la part des choses dans le jeu des acteurs politiques qu'elle a observés et pour qui elle doit voter.
Et autre bouleversement majeur, donc la guerre Arménie-Azerbaïdjan de 2020 tout d'abord, puis cette offensive éclair de Bakou de septembre 2023 qui a donc mis fin à l'existence de la République autoproclamée du Haut-Karabakh. Et puis on se rappelle de ces images des 120 000 Arméniens quittant donc leur terre du Haut-Karabakh pour se réfugier en Arménie. Qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a mené, disons, à cette accélération de l'histoire sur ce dossier? On parlait à l'époque de conflits gelés pendant plus de 30 ans. Quelles ont été les conditions de d'un côté, un Azerbaïdjan que personnellement j'avais un peu sous-estimé parce que qui gagnait beaucoup d'argent grâce au pétrole. C'est le seul pays de la région qui a du pétrole, beaucoup, et du gaz également, et qui s'est militarisé au fil des ans. Alors on parlait de beaucoup de corruption, etc. Il y en a sans doute eu. Il n'empêche que ça a suffi quand même pour faire en sorte que l'Azerbaïdjan devienne une puissance militaire régionale. Quelque chose qu'on a eu de la peine à voir aussi, c'est qu'un acteur que moi j'avais vu en 2008 très passif, très peu écouté, qui était la Turquie, est devenu un acteur majeur. Et le soutien militaire qu'il a apporté, notamment avec les drones Bayraktar, par exemple. Là aussi, le Caucase... C'était décisif. Là aussi, le Caucase est un laboratoire parce que le vrai début... La guerre des drones. La guerre des drones, elle commence en Libye, à vrai dire, avec la Turquie, qui importe cette technologie et ces méthodes dans la guerre du Karabakh et qui va être décisif pour la victoire de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Et puis, finalement, qui va se retrouver en Ukraine et c'est le facteur décisif. Troisième facteur, aussi l'Arménie, qui fait une grave erreur, certainement, sa société, ses élites, ses dirigeants politiques qui n'ont pas voulu négocier au moment où ils étaient en position de force et qui se retrouvent à un moment donné en position de faiblesse, puisque depuis 10 ans, le seul budget de la défense azerbaïdjanais était supérieur au budget national arménien. Et en ne voulant pas négocier au moment où ils étaient encore en position de force, si tant est que c'était possible, c'était pas gagné, effectivement, a fait qu'au moment où la guerre éclate, eh bien, les chances de gagner militairement sont absolument nulles ou quasi. Et depuis, il y a une volonté affichée du Premier ministre Pachinian qu'on voit derrière vous d'assurer à son pays, dit-il, la paix, de normaliser ses relations tant avec Bakou qu'avec la Turquie, d'obtenir d'ailleurs à terme la réouverture de cette frontière, puisque jusqu'à présent, il y a un double blocus autour de l'Arménie, Turquie et Azerbaïdjan. Il multiplie, on peut le dire, les concessions, tant territoriales que symboliques, puisque visiblement pour lui, la reconnaissance du génocide arménien n'est plus une priorité. N'est-ce pas là un pari risqué ? Absolument risqué, ça c'est évident effectivement, avec une vieille querelle entre Arméniens et Turcs, si on peut dire, qui remonte à avant même le génocide bien sûr. Il y a eu des pogroms anti-arméniens et quelques-uns aussi anti-azéris dans cette région il y a plus d'un siècle, plus de 120 ans même à vrai dire. Donc c'est quand même des vieux conflits qui ont des vieilles racines et qu'il est très difficile de défaire. C'est un pari risqué, en même temps c'est quand même quelqu'un qui a été élu pour d'abord la question économique, parce que c'est un pays pauvre, l'Arménie, et en ce sens, il pense qu'il est suivi par sa population. Débat délicat, évidemment. Moi, j'ai tendance à penser que la paix est possible. Ça ne veut pas dire qu'elle va être gagnée, ça ne veut pas dire que tous les acteurs y pensent tout le temps, mais il n'empêche qu'elle est possible et que peut-être c'est l'occasion de miser dessus. Et les derniers événements ont tendance à plaider en cette faveur, parce que les acteurs politiques, quels qu'ils soient, démocratie, dictature, pour ce qui est de l'Azerbaïdjan, peuvent pouvoir rechercher la paix, à condition aussi que les acteurs extérieurs y contribuent. Et justement, acteurs extérieurs, dont on a vu Donald Trump cet été faire une proposition pour accélérer la conclusion d'une paix entre les deux pays. Il fait comme ça irruption dans le Caucase du Sud. Pourquoi? Les perspectives économiques? C'est là qu'on a toute la complexité qu'on a toujours essayé de raconter sur cette antenne, à l'antenne des RFI. C'est qu'on a tous ces acteurs qui jouent réunissant leur propre donc Aliyev et Pachinian à Washington. Absolument, pour un accord qui est prêt à être signé. À vrai dire, moi, toutes mes sources me disaient que c'était plutôt en Europe que ça allait se faire. Et la négociation s'est beaucoup fait en Europe depuis 2023, effectivement. Et la Russie était tout à fait contre, parce que là, on retrouve le grand bras de fer entre la Russie et l'Occident. Sauf que les États-Unis... Et donc, il y a un recul des Européens, oui, mais aussi de la Russie, en l'occurrence. Mais aussi de la Russie. En l'occurrence, les deux acteurs que sont... Enfin, les deux dirigeants arméniens et azerbaïdjanais se sont dit, en fait, qu'avec M. Trump, M. Poutine ne pourrait pas oser dire non. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Maintenant, reste à savoir si M. Trump voulait simplement accrocher formellement l'idée qu'il a encore négocié une paix que lui-même n'a pas négociée. Elle était négociée déjà à Bruxelles, notamment. Il y a eu, je crois, 5 rencontres entre les deux leaders et toutes mes sources montraient qu'il y avait un vrai travail. C'était pas de l'affichage, c'était pas pour faire plaisir. Donc là, on verra si M. Trump suivra ce dossier, effectivement, parce qu'une paix, ça ne se signe pas simplement sur le papier, ça doit s'enraciner, elle se
se gagne aussi après la signature des accords de paix. Quid de l'Azerbaïdjan maintenant? Vous l'avez dit, régime autoritaire, dynastique également, dont la puissance militaire, on l'a évoqué, n'a fait que croître depuis 20 ans, ce qui a d'ailleurs permis donc cette victoire dans le Haut-Karabakh. Là aussi, aspect laboratoire sur cet aspect dynastique? Oui aussi, parce que la grande tentation dans l'ancien espace soviétique, les 15 républiques qui formaient l'URSS, pour beaucoup de ces républiques, c'est de devenir des dynasties, des régimes qui ne soient pas démocratiques, il n'y a pas de tradition démocratique. Et effectivement, la première transition dynastique où un père a donné le pouvoir à son fils ou quelque chose comme ça, c'est l'Azerbaïdjan, effectivement. Depuis, on en a eu un autre, de l'autre côté de la mer Caspienne, avec le Turkménistan. Une autre se prépare au Tadjikistan, semble-t-il, peut-être en Ouzbékistan. Donc on sent qu'il y a peut-être en Bélarus également. Donc on a des tentations de cette nature et l'Azerbaïdjan a montré la voie en ce sens. Mais on voit aussi des tendances assez contradictoires, un fort nationalisme dans ce régime très autoritaire qu'est l'Azerbaïdjan. Et en même temps aussi, on voit une population qui parfois dicte sa voix au pouvoir, parce que c'est ce que j'aurais appris dans ces 24 ans dans la région, c'est qu'aussi un dictateur, ça a une opinion, ça écoute son opinion, ça prend son pouls en permanence par des sondages et autres. Néanmoins de la répression tous azimuts, des militants des droits de l'homme, des journalistes. Absolument. Quasiment dernier au classement Reporters sans frontières, l'Azerbaïdjan. Quand je dis que ça l'écoute, ça ne veut pas dire que ça le suit, mais ça essaie de le canaliser. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se retourner contre lui, cette répression? C'est pas impossible. En tout cas, je pense qu'il en a peur. On le voit dans son comportement et la manière dont il utilise aussi cette victoire militaire pour essayer de sceller sa légitimité en tant que président de l'Azerbaïdjan, que j'avais couvert à l'époque en 2003, où il a mis très longtemps à asseoir sa légitimité. Et bien sûr qu'il a eu peur. J'avais suivi ça aussi. Il a eu très peur, par exemple, des printemps arabes. Il y avait des relations, par exemple, entre la famille Aliyev, donc du président de l'Azerbaïdjan, avec la famille Moubarak en Égypte. Et on a vu à leur réaction la manière dont ça a été géré, dans l'image, la couverture par les médias, ou ce qui reste des médias en Azerbaïdjan, des événements du printemps arabe avait été montré et trahissait la grande peur qu'avait ce pouvoir. Donc oui. En tout cas, renforcé par sa victoire dans le... Oui, ça l'a sans doute servi. En même temps, les gens se disent que c'est très bien de recouvrer l'intégrité territoriale du pays, mais il faut vivre, il faut qu'il y ait moins de corruption, il faut qu'on puisse vivre dans le pays. Des centaines de milliers d'Azerbaïdjanais doivent aller gagner leur vie en Russie, malgré l'argent du pétrole qui coule à flot dans le pays. Et le pétrole, justement, dont dépendent, pétrole azerbaïdjanais et gaz également, dont dépendent certains pays de l'Union européenne, ce qui explique... disons, parfois le silence de l'UE, la facilité aussi. Effectivement, c'est une dimension très importante dans le contexte de cette guerre en Ukraine où se joue véritablement l'avenir de l'Occident. Donc ça oblige, pour pouvoir affaiblir la Russie, à faire des compromis, sinon des compromissions avec les autres pays de Sachant qu'il y a aussi du gaz russe qui transite par l'Azerbaïdjan pour être ensuite un petit peu livré à nouveau à l'Union européenne. Il y en a un petit peu. Donc, contournement des sanctions. Un jeu complexe, un jeu assez de dupes, effectivement, pour une part, mais en tout cas une tentative de la part des Occidentaux de s'appuyer sur les autres pays de l'Asie centrale également. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan sont courtisés par les Européens pour essayer de les soustraire, ou en tout cas de faire en sorte que leur soutien à la Russie soit moins important, parce que la priorité du moment, c'est la victoire de l'Ukraine et des Occidentaux qui la soutiennent contre la Russie. Et le Caucase, aussi une zone de convoitise pour des acteurs un peu plus lointains. La Chine, l'Inde également. On est en pleine globalisation, on est en plein dans ce monde multipolaire qui n'est plus dominé par une seule puissance, les États-Unis, comme on l'a connu jusqu'il y a une dizaine d'années. Donc on voit des acteurs, vous avez raison, l'Inde qui a armé l'Arménie, par exemple, lorsque celle-ci a perdu son conflit au Karabakh en 2020. Et puis de l'autre côté, le Pakistan, ennemi de l'Inde, qui est venu se mettre aux côtés, par exemple, de l'Azerbaïdjan. On a vu Israël également, très présent, un des principaux alliés de l'Azerbaïdjan, parce que avec ses drones notamment. Pourquoi? Parce que le voisin de l'Azerbaïdjan au sud, c'est l'Iran, et que c'est évidemment peut-être le principal adversaire d'Israël. On voit aussi la Hongrie, par exemple, qui essaie de M. Orban, qui essaie de pousser un agenda, comme on dit, plutôt illibéral dans la région. Donc c'était le premier à reconnaître, par exemple, la victoire du parti au pouvoir en Géorgie, voilà presque un an.
Régis, pour conclure, qu'est-ce que vous retenez de ces 25 ans de correspondance? Beaucoup de choses évidemment, mais je crois que c'est la complexité du monde et comment nous devons essayer de la retranscrire, de l'expliquer au maximum. Je parlais du jeu des acteurs politiques en restant très très ouvert, et c'est ce qu'on a toujours fait sur cette antenne, notamment en restant très ouvert parce que on ne sait jamais comment une démocratie va agir. La complexité qui fait qu'un régime existe est toujours telle qu'il faut l'observer en permanence, rester ouverte, et c'est ce qu'on observe dans le Caucase à ciel ouvert comme dans un laboratoire, effectivement. Merci beaucoup Régis. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions ce soir, et bon retour donc à vous sur Paris. C'est la fin de cet entretien à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous, prochain point complet sur l'actualité dans quelques minutes.